Bonsoir, que la paix soit sur vous, merhaba, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers téléspectateurs de Média France TV, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission intitulée Sans langue de bois. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'association La Cigogne Humanitaire, son président Firas Kama, à qui je souhaite la bienvenue, merhaba, et également une membre de l'association, Madame Felak Ghazal, qui est activiste et bénévole. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Voilà, donc nous sommes là pour parler, comme vous l'avez compris, de la question syrienne, mais également sur le volet humanitaire. Donc je vais poser des questions à Firas Kama concernant la Syrie, mais surtout des questions d'où vous est venue à l'idée de créer cette association. Mais peut-être avant de passer à cette question, votre parcours, parce que votre parcours est aussi très intéressant. Vous êtes arrivé en France en quelle année? Et après, de quelle manière vous avez créé cette association et pourquoi? D'accord. Bonsoir tous, toutes. Comme je suis d'origine syrienne, c'était notre manière d'aider la population syrienne, de faire quelque chose pour aider ce peuple sinistré. Nous sommes venus en 2011. On a fait plusieurs étapes jusqu'à arriver, ce que l'idée mûrue devient mûre, et pour qu'on puisse créer une association pour aider cette association. Cette association, elle a été créée en juin 2016, et pendant ces 1 an et demi, on a fait beaucoup de choses. Pour aider la population syrienne. Sur le plan humanitaire, je pense que vous avez collecté des dons, des habits, et vous les avez acheminés également en Syrie. Exactement. Madame Felak, c'est-à-dire j'aimerais juste comprendre les objectifs de l'association, c'est-à-dire les pôles, de quelle manière vous déclinez exactement vos activités. Alors en fait on a deux pôles qui sont distincts. On a un pôle qui va vraiment travailler sur de l'humanitaire à l'intérieur du territoire syrien. Et on a un autre pôle qui s'occupe plus des réfugiés qui arrivent ici sur place. Parce que les besoins sont complètement différents, les attentes sont complètement différentes. Donc, travailler que pour la population syrienne, on ne pouvait pas l'envisager seulement sur place. Et d'un autre côté, se dire qu'on travaille que avec les populations qui arrivent ici et qui sont déjà en sécurité, pour nous, ça nous semblait aussi un peu boiteux. Donc, on a fait vraiment deux missions distinctes, mais pour essayer d'être le plus complet possible dans nos actions. Donc, c'est-à-dire une mission, on va dire, à l'intérieur de la Syrie, voilà, exactement, où vous acheminez vos dons, les habits, donc les collectes que vous faites. Exactement. Et vous les emmenez par quel biais? C'est-à-dire, je pense que c'est des cargos, ou c'est par camion, ou c'est en voiture? Le mieux placé pour... En fait, c'est des conteneurs, des cargos maritimes, qui prend un long chemin, qui dure à peu près un mois jusqu'à 1 mois et demi, ça dépend des circonstances. Donc ça va en bateau? Exactement. Ça prend le port de Strasbourg, il monte jusqu'à Le Havre. Après, il fait l'Atlantique, Méditerranée jusqu'à Mersin. Mersin en Turquie. En Turquie, exactement. Donc à proximité de la frontière turco-syrienne. Il prend le camion turc jusqu'à la frontière turco-syrienne. Après, il change le camion parce que le camion turc, il n'a pas le droit de rentrer dedans. On vide dans notre camion syrien, après jusqu'à notre dépôt. Et en Syrie, vous avez une zone bien précise où les collectes sont acheminées, ou c'est en fait vous touchez l'ensemble de la Syrie? Parce que je ne pense pas, parce qu'il y a des zones de tampons, il y a des zones sinistrées où peut-être que vous ne pouvez pas accéder. On travaille dans le nord de la Syrie essentiellement. Notre dépôt, c'est à l'ouest de la ville de Alep. Là-bas, où il y a le besoin, on peut acheminer les aides, des fois en urgence. D'accord. Et Monsieur Kama, c'est-à-dire le nombre de bénévoles, c'est-à-dire je pense que ces activités, c'est des éléments de solidarité. Donc c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont sensibles à la cause syrienne, à ce qui se passe depuis mars 2011. Et je pense que vous touchez un certain nombre de personnes dans la région en Alsace, à Strasbourg. Combien de membres, c'est-à-dire bénévoles, vous aident tout au long de l'année? Il y a beaucoup de cœurs qui nous soutiennent, mais en bénévolat, on a 50 de personnes qui travaillent des fois jour et nuit pour collecter, acheminer
les dons qui viennent de l'Alsace. Et par exemple, ces bénévoles, vous les touchez de quelle manière? C'est les réseaux sociaux, vous envoyez des SMS, vous avez un bulletin? Je pense qu'il y a quoi? Vous avez quand même un système de communication entre vous. Vous avez dit le mot secret, c'est toujours les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On se communique souvent avec ça. On n'a pas le choix. D'accord. Et vous stockez ça où? Directement ici, ou une fois que vous avez tout ce matériel-là, vous l'emmenez directement, ou vous avez un lieu de stockage? Non, c'est un long parcours les dons. Il faut trier parce qu'on a plusieurs. On collecte tout ce qui est matériel médical, on collecte ce qui est nourriture non périssable, tout ce qui est pour les enfants, pour l'éducation des enfants, c'est essentiel pour nous. Après être trié, il faut mettre bien dans des cartons et après stocker. À ce stade, je remercie l'Institut Al-Andalus qui a mis ce locaux gratuitement pour stocker les dons. L'Institut Andalus qui se trouve à Schiltigheim, qui nous donne gracieusement une partie de leur local pour qu'on puisse justement faire le stockage de ces dons, parce que sans eux, ce serait impossible. Ça serait impossible. Donc on remercie sur le plateau le recteur Messaoud de Boumaza, on va lui faire un peu de pub. Donc l'Institut Andalus, donc il y a une partie de l'Institut Andalus que vous utilisez, donc c'est un lieu de stockage pour vous. Exactement. Donc les fidèles ou les non-fidèles, c'est-à-dire les personnes en général qui sont sensibles sur cette cause-là, avec vos appels à vous, viennent, déposent leur matériel, leurs dons, les besoins que vous avez déterminés. Avec les réseaux sociaux, on peut toucher énormément de monde, et donc on a non seulement des fidèles, on a aussi des Français de toutes les couches sociales. On a vraiment des personnes âgées qui nous appellent pour nous dire voilà, ils ont des médicaments qu'ils n'utilisent plus, ou du matériel médical, parce qu'il faut dire que tout ce qui est médical et paramédical, c'est extrêmement important pour la population syrienne. C'est un besoin immense parce qu'il y a beaucoup malheureusement de blessés, beaucoup de malades. Donc on a des gens qui nous appellent en nous disant voilà, il y a telle solution qu'on n'a pas utilisée, des bandages, des antiseptiques. On a même des cliniques qui nous ont appelés. Oui. Même des cliniques. Des cliniques, notamment la clinique de l'Orangerie. On a des antennes maintenant à Saverne. Enfin, on se rend compte que les gens sont quand même sensibles, bien que les médias ne parlent plus trop de la cause syrienne. Malheureusement. Mais les gens sont encore sensibles, et surtout là avec l'arrivée de l'hiver, ils se rendent compte que le froid va de nouveau toucher la population syrienne, et donc on fait de nouveau des appels. Et on voit qu'il y a quand même des échos. On remercie le Seigneur, il y a quand même beaucoup d'échos par rapport à ça. D'accord. Juste une question un peu en termes de chiffres. Au début de la guerre, je sais que la Syrie, c'était environ 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, en Syrie, combien de personnes y vivent? C'est-à-dire, il y a combien de millions d'habitants? Et quels sont les pays, j'imagine une grande partie des pays voisins, et quels sont les pays qui ont accueilli le plus grand nombre de Syriens? En termes de population qui a été exilée, je pense qu'il y a plus de la moitié de la population qui a dû quitter, qui a été déplacée. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Syrie. Parce que même à l'intérieur du pays, beaucoup de zones qui étaient assiégées, les populations ont dû se déplacer par exemple vers Damas ou vers les zones qui étaient encore sécurisées. Et puis on a énormément de population qui s'est déplacée en Turquie, où elle a été... D'ailleurs, on peut remercier le gouvernement turc qui a été extrêmement bien accueilli. Vraiment, les Turcs ont tout fait pour que la population syrienne puisse s'intégrer extrêmement rapidement. Les gens ont pu monter des entreprises, ont pu inscrire leurs enfants à l'école, etc. Après, il y a eu des camps en Jordanie, au Liban. Il y a des gens qui ont risqué leur vie pour arriver jusqu'en Europe. Après, il y a d'autres personnes qui ont eu de la famille dans d'autres continents et qui sont allées se réfugier via diverses manières. En dehors de l'Allemagne, je pense qu'il y a à peu près 900 000, voire 1 million de Syriens en Allemagne. En Occident, c'est-à-dire je prends les pays membres de l'Union européenne, en dehors de l'Allemagne, quel est le pays qui accueille le plus de réfugiés syriens actuellement? Est-ce que vous avez une idée, d'ordre d'idée? Est-ce que c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Autriche? C'est la Suède, je pense. La Suède? La Suède, oui. Et c'est quoi le chiffre à peu près, d'après vous, en Suède? Je ne sais pas, 500 000 personnes. 500 000 personnes en Suède? Ouais. D'accord. Donc c'est un chiffre très important. Parce que c'était la destination la plus souhaitable des réfugiés syriens, parce que les conditions de demande d'asile, c'était vraiment bien.
D'accord. Et donc, je veux dire, il y a ce qui est intéressant par rapport à la Syrie. Historiquement, on appelle ça le peuple de Cham, c'est-à-dire que la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, à la base, je veux dire, c'est le même peuple. Ouais. Je veux dire, c'est le même peuple arabe qui a la même langue. Même habitude, la même cuisine. La même cuisine, qui écoute la même musique, la même culture et tout, etc. Et aujourd'hui, depuis un siècle, surtout après le colonialisme, ça avec Picot, on a divisé ça en 4 pays, morcelé ça en 4 pays. Et on est frappé par une guerre qui nous arrive, entre guillemets, soi-disant, au printemps arabe, qui nous arrive au mois de mars 2011. Et depuis 6 ans, aujourd'hui, c'est un conflit quelque part où on n'a pas réussi à résoudre le problème sur le plan international. Et des fois, moi, ça m'interpelle et je me pose des questions. Je me dis des fois, à quoi servent les Nations Unies, quoi? À quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU? Parce qu'il y a quand même une population importante fragilisée, meurtrie et déplacée dans d'autres pays du monde. Alors que, historiquement, si je ne me trompe pas, Cham était quand même la capitale d'une civilisation musulmane, qu'on appelait les Omeyyades. Les Omeyyades. Donc je veux dire, c'est quand même une ville qui a été la capitale d'un empire, quoi, d'une civilisation. Exactement. C'est malheureux ce qui s'est passé, mais à chaque sinistre, le Cham soulève toujours avec une force plus grande. Une force plus grande. Inch'Allah. La population elle est créative, c'est courageux, c'est des travailleurs, ça va venir le jour on va construire le Cham comme avant. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, je le sais, moi, qui va régulièrement en Turquie, les originaires de Turquie qui habitent en Turquie, ils allaient souvent en Syrie pour apprendre la langue arabe, parce qu'ils me disaient que la vie n'était pas chère, et ils allaient beaucoup à Cham ou à Alep, non seulement pour apprendre, se perfectionner en langue arabe, et c'était une destination, on va dire, privilégiée. Moi-même, j'avais l'occasion d'y aller avant 2011. J'avais eu l'occasion plusieurs fois d'y aller à travers des amis, mais le destin a fait que j'ai pas pu y aller. Et Inch'Allah, j'espère y retourner en tout cas. On revient ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah, avec plaisir. Juste une question encore à vous, Madame Ghezal. Est-ce que vous avez un sentiment que, au fur et à mesure de vos activités, c'est-à-dire une association que vous avez créée en juin 2016, aujourd'hui nous sommes en novembre, nous sommes le 1er novembre 2017, donc grosso modo ça fait presque 1 an et demi. Est-ce que vous avez, dans cet élan de solidarité, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de monde sensible sur cette question-là, ou à un moment donné vous sentez un essoufflement, c'est-à-dire dans la dynamique, comment vous sentez les choses? Dans la dynamique, je ne vais pas vous cacher qu'effectivement on a senti qu'il y avait un essoufflement parce que quand on sollicite les gens pour des dons assez régulièrement, au bout d'un moment, comme ils ne voient pas la situation évoluer, donc du coup il y a un certain tassement de la situation. Mais dès qu'il y a un nouveau bombardement qui repasse une actualité, une danse. Exactement. Comme la crise d'Alep, ça fait maintenant 1 an à peu près la crise d'Alep qui s'est passée. Lors de la crise d'Alep, les dons étaient immenses. Enfin, je veux dire, l'élan de solidarité était immense. Et c'est aussi pour ça, notamment, qu'on a mis en place ces 2 pôles, parce que on voyait que les gens étaient vraiment sensibles à cette cause. Et on se disait, mais comment pouvoir les aider? Alors, sur place, on a mis par exemple en place des parrainages d'orphelins. Ça, je pense que c'est très important de le signaler, parce que le parrainage d'orphelins, ça sous-entend quand même une continuité dans le temps. Et c'est extrêmement important. On ne va pas parrainer un orphelin sur 1 ou 2 mois. C'est des gens qui ont perdu leurs parents dans des bombardements ou dans des situations très, très difficiles. Du coup, ces parrainages sont extrêmement importants. On a aussi des parrainages d'élèves, les parents qui se retrouvent entre nourrir leurs enfants et les éduquer, le choix est vite fait, donc du coup ils préfèrent les envoyer travailler. Mais un enfant qui n'a pas de scolarité, c'est un enfant pour nous qui plus tard pourrait être un problème pour la société. Donc on tient vraiment à ce que ces enfants aient une scolarité et on engage les parents à les garder. Même dans ces conditions très difficiles. Voilà. Exactement.
pour des sommes vraiment très modiques. On a un parrainage d'étudiants ou d'élèves à 10 € par mois. Donc là, on se dit, on a quand même les moyens pour des sommes extrêmement modiques de faire quelque chose sur du long terme. Et là, les gens mettent cette somme et l'oublient. Enfin, ils font un virement et ensuite, ils mettent en place ce virement et ils l'oublient. Et ça permet quand même à ces enfants de grandir dans des conditions voilà, un peu plus dignes, des conditions à peu près normales, même si on ne peut jamais se relever de situations comme celle-ci. Et puis aussi, ici, par rapport aux réfugiés, on a mis en place des tas de choses pour que justement, quand on sollicite les gens, ils soient interpellés par les cas qu'on voit. Donc, on a mis en place des cours de français. Il y a des gens qui viennent nous aider pour les cours de français. Aussi à l'Institut de l'Andalous, c'est eux qui nous prêtent aussi leurs locaux pour les cours de français. On a mis en place du suivi administratif, parce qu'une fois arrivé ici, quand on n'a pas la langue, on ne sait pas comment se débrouiller. Du suivi médical, des traductions. Pour tout ce qui est humanitaire, on relance vraiment les gens assez régulièrement. Voilà, via les réseaux sociaux, en leur disant, là, on a un conteneur qui est en train de se préparer. Et régulièrement, chaque fois qu'un conteneur est plein, on l'envoie. Et c'est ainsi de suite. Aussi, par rapport aux réfugiés, aussi, on a maintenant une chaîne qui s'est vraiment formée, où on a une famille qui arrive, par exemple, en Alsace. Cette famille, elle fait sa demande d'asile, donc on leur donne un logement en général, mais ce logement, il faut le meubler, il faut donner des vêtements aux enfants. Il est souvent vide, il n'y a rien, c'est vraiment catastrophique. C'est une situation précaire, il faut les accompagner. Ils sont en sécurité, mais en fait, leurs problèmes persistent. Exactement. Et souvent, ils arrivent et ils sont extrêmement déprimés, ils sont presque dépressifs et ils ont tout laissé derrière eux. Ils avaient des commerces, des statuts, enfin un certain statut social. Ils se retrouvent ici c'est carrément une autre planète pour eux. Ils ne savent pas trop comment gérer les choses. L'insertion n'est pas évidente. Non, elle est extrêmement difficile. Et je pense que quand on a tout laissé derrière par obligation, c'est d'autant plus difficile. La plaie reste ouverte. La plaie reste ouverte très très longtemps. Et la culture de l'exil, c'est quelque chose qui est très difficile. Je le sais parce que moi je suis d'origine turque. Je le sais à travers mon père, à travers ma mère. Donc ses premières années en France, lorsqu'il ne parlait pas couramment ou correctement le français. Donc trouver ses marques de repère, voilà, arriver dans un autre monde, un autre environnement, etc. Et je peux comprendre, je pense que ça doit être très... C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Et encore, les choses sont différentes par rapport à, par exemple, nos parents, enfin la première génération d'immigrés, parce qu'ils ont fait le choix de venir ici. Alors que ces gens-là, c'était ça ou mourir, la plupart du temps. Exactement. Donc, ils sont venus parce qu'ils n'avaient vraiment aucune autre solution. C'est-à-dire que là, c'était soit ils mouraient sur place, soit il y avait cette solution, et encore, ils n'étaient pas sûrs d'arriver jusqu'ici. Donc, souvent, on pense que les gens viennent ici pour profiter du système, alors que c'est pas du tout ça. Eux, ils avaient qu'une seule envie, c'était de rester chez eux tranquillement, comme ils avaient l'habitude de le faire. Exactement. Alors, on a quelques questions sur Internet, également des compliments. Donc, j'imagine que vous connaissez Aziz Ajaoun, donc les Compagnons de l'Espoir, qui travaille dans un autre domaine, mais qui est proche du vôtre, qui aide les démunis à Strasbourg les dimanches. Il a dit que vous faites un travail magnifique, fait par Firas et toute son équipe. J'invite vraiment tout le monde à les aider et à les soutenir. Une autre dame donc, qui pose une question, elle dit qu'ils doivent être soutenus psychologiquement. La guerre leur a causé, surtout aux enfants, de lourdes séquelles. Je pense que aller même à l'école, et lorsqu'on voit des avions de chasse passer au-dessus de leur tête, bombarder le village d'à côté ou la rue qui est à côté, pour un enfant, ça doit être terrible. C'est à vie. C'est des séquelles psychologiques qui restent à vie, oui. Et d'ailleurs, justement pour ça, on a construit un abri. On a eu la chance de pouvoir construire un abri dans une zone qui était assiégée. En Syrie. Oui, oui. Dans les banlieues de Damas, c'est le route à l'est. On a créé un abri de bombardement pour les écoliers. Le moment où il y a des avions, des bombardements, ils descendent tout de suite dans cet abri. Exactement. C'est une forme de bunker, un refuge. Oui. D'accord. Et juste une question par rapport aux réfugiés qui sont actuellement en France. Sur on va dire, les origines.
C'est-à-dire qu'en France, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Syriens. Je pense que la France n'a pas joué vraiment son rôle aussi, pays des droits de l'homme. François Hollande avait dit qu'il était prêt à accueillir 30 000 personnes. Je ne sais pas s'il y a 30 000 personnes en France. Mais parmi les réfugiés qui sont actuellement à Strasbourg ou en Alsace, les nationalités, je veux dire, il y a une multitude de personnes. Et vous ne faites pas de différence, vous aidez tout le monde, Oui. j'imagine. Ouais, exactement. Et quels sont On a de toutes nationalités. On a des Afghanistan, de Soudan, Soudan, des fois des Pakistan aussi. Mais je ne sais pas si leur dossier il était acceptable ou non parce que c'est pas un pays en guerre. en guerre, d'accord. Et la Syrie. Mais les Syriens, c'est vraiment minoritaire par rapport aux autres nationalités. D'accord. Donc vous dites qu'aujourd'hui, à Strasbourg, en Alsace, les personnes qui viennent de la Syrie, par rapport aux autres réfugiés qui sont des demandeurs d'asile, les Syriens sont minoritaires. Ouais. D'accord. Ok. Il suffit de venir voir les cours de français qui sont dispensés donc à l'Institut. On voit vraiment qu'il y a très peu de Syriens et beaucoup plus d'autres nationalités qui... Après, nous, je veux dire, il n'y a pas de différence. On est là pour aider la population. Bien évidemment. Voilà. D'accord. Quel que soit le... Et est-ce que par rapport à l'Allemagne, est-ce que vous avez des informations, parce qu'il y a quand même une population syrienne importante aujourd'hui, 900 000 personnes, est-ce que vous avez des échos? Parce que je pense qu'il y a des liens de famille, c'est comme nous. Oui. Moi je suis d'origine turque, j'ai des cousins qui habitent en Allemagne, Ouais. donc on est un peu au courant de l'actualité, ce qui se passe en Allemagne, parce qu'on communique, on téléphone, on s'appelle. Comment va la population syrienne en Allemagne? Est-ce que l'accueil se passe convenablement, ou est-ce qu'il y a des difficultés d'autres ordres? En Allemagne, j'ai des échos que l'État allemand, il pousse les réfugiés à sortir de chez eux, à aller travailler. Même si c'est illégal, il faut que sortir travailler. Il faut qu'ils font une insertion sociale À travers le travail. à travers le travail. C'est très bien, c'est Ouais. très bien. Ici en France, c'est le cas inverse. Il faut faire les papiers d'abord, après faire le travail. Et c'est compliqué, ça, pour les réfugiés, ils vont vraiment déprimer parce que quand on voit où ils vivent, c'est vraiment dans des cages, dans des foyers. C'est 1 mètre sur 2 mètres pour chaque personne, c'est malheureux. Et est-ce que vous avez une idée sur dans quelle région? Est-ce qu'ils sont plus à Cologne, à Berlin, à Munich? Est-ce que vous avez une ordre d'idée sur dans quelle région d'Allemagne ou dans quel Länder ils sont les plus nombreux? Ils sont partout. partout. Ils sont partout en Allemagne. Ouais. Moi, j'avais Surtout dans les zones désertées, c'est vraiment l'État allemand, il s'installe là-bas pour réactiver la vie économique et sociale dans cette... Localement. Exactement. Mais c'est un bon plan, quoi. Je veux dire, c'est une bonne idée. Ouais. S'il y a une volonté étatique dans ce sens-là, je pense que c'est très Il bien. pousse vraiment les gens à continuer des études, à chercher du travail, à essayer vraiment de s'insérer dans la société le plus rapidement possible, alors que les dossiers en France prennent beaucoup de temps, ne serait-ce que pour faire tout ce qui est Malheureusement. administratif, voilà. Tout ce qui est administratif et être déjà considéré comme quelqu'un de légal sur le territoire français. Et en termes de couche sociale, c'est-à-dire que ceux qui sont arrivés en Allemagne, j'imagine qu'ils sont arrivés en avion, quoi. Ils ont été accueillis parce que c'était une volonté politique. La chancelière allemande a... Non, Pas non. toujours, Non, pas c'était tout le aussi- temps. ouais, C'était volonté d'accueillir, mais c'est pas en avion. Pas en avion? Non. D'accord. C'était souvent D'accord. sur pied ou... Par voie terrestre ou d'une Ouais. manière illégale, quoi. Ils sont Exactement. arrivés. Mais il y avait vraiment une volonté politique, d'insérer ces gens professionnellement et universitairement pour qu'ils soient tout de suite actifs, en fait. Ils soient tout de suite des gens qui aient leur place dans leur société. Bah, c'est la qualité un peu allemande, hein, c'est Deutsche Qualität, quoi. C'est-à-dire on le retrouve à travers les voitures, même si c'est pas notre sujet. Mais c'est vrai que la démarche, des fois, elle est différente. Moi, je le vois aussi à travers la communauté turque qui vit en Allemagne. La dynamique économique, elle est tout à fait différente, même sur l'aspect culturel et culturel, elle est tout à fait différente. Les démarches sont complètement différentes, même culturellement. Même la manière de réfléchir, la réflexion qui est menée, elle est complètement différente. Ouais. C'est vrai qu'en France, on a un peu des difficultés sur ces sujets-là. Écoutez, on arrive à la fin de notre émission. Si vous voulez remercier des mosquées, je sais pas, ou des personnes, vous pouvez le faire. En tout cas, sachez que ce média est un média alternatif. Ce plateau, il vous est destiné. Si vous avez un message à faire passer à travers pour la cause syrienne,
Pour le peuple syrien, en tout cas, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez ici. Sur ça, sachez que vous avez une carte blanche, parce que nous sommes aussi là pour aider les plus démunis, et de faire entendre les voix des plus démunis et la voix des sans-voix. Donc sachez que ce plateau, il vous est destiné. Vous pouvez venir avec les membres de votre association, avec d'autres activistes, peu importe. En tout cas, sachez que vous pouvez utiliser ce plateau autant de fois que vous voulez. Merci beaucoup, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Et à ce stade-là, je dois remercier les Alsaciens et les Alsaciennes. On a vraiment senti le bon cœur des habitants de l'Alsace. Jusqu'à maintenant, on a envoyé 6 conteneurs pour la Syrie pendant 1 an et demi. C'est vraiment énorme, c'est un travail... de fourmis. Exactement. Et il ne faut pas oublier les gens, et les associations, les mosquées qui nous aident, et les cliniques, sociétés turques aussi, soit Additif, soit Meligurush, ils étaient vraiment derrière nous pour nous soutenir. Les mosquées arabes aussi, c'était vraiment leur soutien formidable. C'est vraiment... Merci beaucoup. Shukran Jizilan, pour vos mots de la fin, Madame Kizal. J'espère que je vous remercie déjà pour nous avoir donné cette possibilité de nous faire connaître, et j'espère que là, avec l'hiver, les gens vont de nouveau se mobiliser pour de nouveau collecter des dons, parce qu'avec l'hiver, on a besoin de couvertures, on a besoin de chaussures, on a besoin de tentes, on a besoin de denrées alimentaires. Il a parlé tout à l'heure de fournitures scolaires pour les enfants. Si ça peut nous aider à faire passer le mot justement pour de nouveau, parce que là on a le conteneur. Le conteneur va partir, pas ce week-end, le week-end prochain. Donc, mes chers téléspectateurs, il y a un week-end qui part, il y a un conteneur qui part le week-end prochain. Pas ce week-end, celui d'après. Celui d'après, ouais. Donc on sera le 10 novembre. Sachez que vous pouvez les joindre donc à travers leur page Facebook. Donc la Cigogne Humanitaire, ils ont une page Facebook, ils sont très réactifs. Lorsque vous envoyez un message, ils sont très répondants. Firas est connu sur la place publique, Madame Ghezal également. Donc vous pouvez les joindre à tout moment. N'hésitez pas à soutenir cette action. Je pense que c'est une action très, très noble. En tout cas, vous faites un travail très louable. Je veux dire, c'est que Dieu vous préserve et qu'il vous aide dans vos actions. C'est pas évident. C'est un travail, c'est systématiquement une cheville ouvrière où il faut systématiquement être derrière, travailler continuellement. En tout cas, qu'Allah vous préserve et vous aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour notre émission Sans langue de bois, bien évidemment avec des nouveaux invités. Bonne soirée et à très bientôt.